Et si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour, elle donne la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent, aimait à dire le compositeur Pablo Casals. Fenêtre ouverte aujourd'hui dans ce podcast sur un musicien et un compositeur. Je vous emmène à cet effet en Italie, à Padoue, avec David Plantier, premier violon, passionné du violoniste et compositeur Giuseppe Tartini, un musicien libre et audacieux du XVIIIe siècle. Et en cette année 2020, David Plantier et sa compagne Annabelle Louis, violoncelliste, font revivre notamment les premiers duos pour violon et violoncelle de l'époque baroque. Alors place au beau et à ce qui nous élève dans ce podcast, on en a vraiment besoin. Andiamo. David Plantier, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on entend actuellement là? Ça ressemble à du Tartini. Il me semble bien avoir enregistré ça. Un presto de Tartini. Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini. Mais qui est ce musicien? Mon compositeur favori, préféré. Oui, vous vous êtes emballé à un moment donné de votre vie de musicien sur Tartini? On peut dire toute ma vie, je pense, parce que j'en suis tombé amoureux déjà quand j'étais enfant, quand j'ai découvert dans la discothèque de mes parents en vinyle les premiers concertos de Tartini. J'allais dire Vivaldi, c'est un comble. Ah ben voilà. Parce que finalement, moi je vous avouerai, David Plantier, que je ne connaissais absolument pas Giuseppe Tartini. Je connaissais évidemment Vivaldi, Paganini, Monteverdi, tous ces en I évidemment tous ces musiciens italiens qui ont quand même été de grands compositeurs pour violon. Alors Giuseppe Tartini, qui est presque un contemporain de Vivaldi, je ne le connaissais pas. Juste après, ils ont seulement 14 ans de différence d'âge, mais c'est une énorme différence sur le point de l'histoire de la musique. Et vous disiez entre Vivaldi et Paganini, il y a un grand vide et une différence de style considérable. Et Tartini en fait occupe une place vraiment à part. On verra pourquoi. Voilà. On donnera quelques détails justement sur sa façon de composer, de jouer, parce qu'il a sans doute révolutionné l'art du violon. David Plantier, qu'est-ce qui amène un petit garçon de 5 ans à apprendre à jouer du violon? Eh bien, tout simplement une famille qui aime la musique, des parents qui sont mélomanes, se sont rencontrés à la chorale universitaire, qui vont chanter. Voilà, c'est quelque chose qui les a reliés. Et donc, j'ai grandi dans un environnement très, très musical avec des frères et sœurs qui faisaient de la musique aussi. Et on écoutait beaucoup de musique, en particulier baroque, chez nous, des cantates de Bach, du Vivaldi. Et j'écoutais la vie des compositeurs racontée aux enfants. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours. Par Vivaldi? Oui, Vivaldi essentiellement. Fascinait. Vivaldi, après Bach, Handel, enfin les grands noms du baroque, quoi. Pourquoi le baroque en particulier? Difficile à dire. C'est d'abord une question de sonorité. Aussi, en faisant mes études de violon, j'avais du mal avec le côté romantique. Je trouvais ça agressif, le son du violon, ça me paraît paradoxal, du violon moderne. Donc, qui fait pleurer un peu. D'ailleurs, le violon, j'ai appris ça, on dit que c'est l'instrument du diable. Ah bon? Ah, je vous apprends quelque chose. Par sa sonorité, justement, son espèce de miaulement, alors, qui fait référence à cette musique romantique, justement. L'instrument du diable. C'était plutôt la couleur un petit peu métallique des instruments modernes qui me déplaisait. Et quand j'ai découvert les instruments baroques, donc avec des cordes en boyau, des archets plus légers, j'ai tout de suite été fasciné. Mais non, je savais pas que c'était l'instrument du diable. Mais bon, c'est peut-être pour ça que Tartini a rêvé du diable. Peut-être bien, nuit, avec cette trille du diable dont on parlera, parce que c'est un peu ce qui reste aussi dans la légende. Il faut bien en parler pour le présenter un petit peu. Du musicien. Ouais. David Plantier, on vous a aussi vu spécialement en live pendant le confinement avec Annabelle Louis, à faire des apéros. Oui, à faire des apéros-concerts. Concert-apéro. Comme tous les musiciens, on a été choqués quand on a appris qu'on allait être confinés. On avait un concert le jour où le confinement a débuté, donc qui a été annulé la veille. On était vraiment dépités. Et puis finalement, on se disait, mais c'est dommage, on a plein de choses, on a préparé un programme. Et comment on pourrait le partager finalement? On pensait surtout à notre famille, à nos amis. Et on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas jouer dans notre salon, nous installer une petite salle de concert et puis on se diffuse en direct. Alors au début, c'était pas du tout le but de faire ça tous les jours, mais ça nous a permis d'avoir plein d'idées, d'être créatifs et au fur et à mesure, on a joué 55 fois
pour les gens tous les soirs à 19h40 à l'heure de l'apéro. Ça a été extraordinaire cette performance. Absolument, En fait. c'était vraiment étonnant. On a trouvé des ressources pour, voilà, pour rester créatif et trouver des nouvelles idées de répertoire. Après, on a aussi invité des gens, d'autres musiciens, aussi des acteurs, il y a eu des lectures. Du coup, on a entretenu un lien un petit peu avec plein de gens et aussi on a fidélisé tout un public de façon inattendue et les gens se sont pris au jeu et attendaient vraiment l'heure à 19h40. Alors ce soir, ce sera quoi? Qu'est-ce que vous avez réservé? C'était le rendez-vous voilà. du soir avec cette musique en direct qui rentrait chez soi parce que finalement on peut mettre un CD, on peut écouter maintenant sur toutes les plateformes de la musique, mais avoir ce lien virtuel mais avec des musiciens qui jouent en direct, c'est particulier quand même. Ouais, je pense que les gens étaient touchés de voir qu'on faisait ça de chez nous, qu'on avait envie de partager ça. Et évidemment, ça ne remplace pas le concert et le live. C'est une expérience touchante pour nous et pour les gens qui nous ont suivis. Alors ce fameux Giuseppe Tartini, il a une vie particulière, c'est un peu un électron libre, tant au niveau de sa vie privée qu'au niveau, j'allais dire de sa vie professionnelle, mais c'est intimement lié évidemment, au niveau de sa carrière de violoniste et de compositeur. Ouais, je trouve qu'il a une vie assez fascinante pour un musicien de cette époque. Ils étaient tellement dans des carcans et il a vraiment une histoire très cinématographique en fait. C'était un rebelle. On peut le dire, parce qu'à 16 ans, il a fui le couvent où son père... il devait devenir, comme beaucoup d'ailleurs, ecclésiastique. Il était destiné en fait, à il devait faire des études de droit, mais ouais. dans un couvent à Padoue. Mais c'était pas du tout ça qu'il voulait faire. On ne sait pas trop comment il a appris le violon, mais en tout cas, il a fui ce couvent et il s'est marié en douce. Alors à l'époque, c'était vraiment, ça ne se faisait pas du tout. La famille Tartini était une bonne famille bourgeoise. Son papa était avocat et était à Piran en Slovénie aujourd'hui où il a grandi. Il y avait des salines et son père était le patron des salines. Donc c'est un homme influent et donc son fils lui fasse ce coup-là. Je pense que c'était pas du tout dans le goût. Libre dans sa tête. On lui a coupé les vivres et il est parti à Assise pour simplement se consacrer. Oui, à Assise. Il s'est caché. J'ai vu ça, c'est extraordinaire parce que j'ai un coup de cœur particulier pour cette ville d'Assise et je me suis dit, mais alors Giuseppe Tartini qui vit caché à Assise, alors on raconte qu'à un moment donné il a été découvert derrière un rideau où il se cachait dans une... Il y a eu un coup de vent qui s'est engouffré dans l'église. Et on le découvre, mais finalement il est pardonné. On lui pardonne, ouais, ce qui lui permet de revenir à Padoue et d'exercer des fonctions très importantes à la cathédrale Saint-Antoine, de chef de l'orchestre, de violoniste attitré, de compositeur, tout en ayant une grande liberté qui lui permet de voyager. Il part par exemple pendant 3 ans à Prague, donc on ne sait pas si c'est lié un petit peu à des histoires personnel probablement. Et il part avec son ami Abbé Vandini, qui était son violoncelliste attitré. D'où le duo. Voilà, c'est l'idée du duo, de faire revivre un duo qui a vraiment existé, donc formé par Tartini et Vandini. Violon-violoncelle, c'est quelque chose d'inattendu, qu'on ne fait pas beaucoup aujourd'hui. Quand on parle de musique baroque, il y a toujours l'idée de la basse continue, donc la musique qui est accompagnée par des instruments harmoniques, clavecin, luth. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est à cette époque-là, c'est un peu la croisée des chemins entre baroque et classique, et Tartini aussi expérimente des nouvelles sonorités, et il est très sensible à cette idée du son. Il étudie beaucoup en fin de compte, il analyse beaucoup. Oui, il est très complet, donc c'est un violoniste évidemment hors pair, c'est un grand pédagogue, le premier grand pédagogue qui soit, et un théoricien aussi. C'est un homme du 18e, donc un homme très sensible aux lumières, et il a envie que la musique ce soit pas juste un sujet indépendant, il a envie que ça fasse partie d'un tout, de la nature, des mathématiques, voilà. Donc il cherche pendant toute sa vie à relier toutes ces choses de façon un peu mystique. Donc cette démarche, en fin de compte, qu'il entreprend, lui permet déjà de, entre guillemets, d'épurer cet art musical autour du violon. C'est vrai, parce qu'au début de sa vie, donc évidemment, il a très bien connu Vivaldi, ils sont très proches, et ce qui l'intéresse, c'est la virtuosité, c'est de montrer de quoi il est capable. Et il y a aussi une anecdote sympathique où il rencontre un autre grand violoniste de l'époque, qui est Veracini, qu'il le rencontre dans les années 1720 à Venise, et il l'entend, et il est tellement choqué par les qualités virtuoses de ce Veracini qu'il s'exile à nouveau, en fait. Il repart pendant 1 an, il quitte sa femme, et il dit, écoute, moi je vais travailler mon violon, c'est tout pas pour possible. la musique, voilà. Tout pour le violon. Pendant 1 an, il va juste améliorer son violon, et voilà, et ça révèle un petit peu à quel point il était perfectionniste. Donc en tout cas, ce côté virtuose de la première partie de sa carrière, il le laisse peu à peu de côté. Il fait face à des critiques aussi. Il y a un grand théoricien aussi allemand, Quantz, qu'il rencontre à Prague, qui dit qu'évidemment il joue très très bien, très très juste, le son est parfait, mais c'est pas touchant. Et
pour lui, c'est la pire critique qu'on peut lui faire parce que c'est vraiment ce qui va développer, en tout cas dans toute la deuxième partie de sa carrière, d'essayer de toucher par la musique, d'avoir de la poésie, Alors, de c'était une vraie chanter. critique ou c'était presque déjà un petit peu de la jalousie? Je trouve ça un peu réfractaire excessif quand même, parce que quand même dans ses œuvres de jeunesse, il y a des pages vraiment très, très, très belles, très touchantes, très poétiques. Et c'est difficile à dire. Alors, vous citez dans la présentation du CD dont on parlera évidemment tout à l'heure, un observateur avisé sur Giuseppe Tartini qui déclare « C'est la musique de ce maître qui inspire de nobles sensations. Original en tout, il n'a reçu de loi que celle de son génie. La sublimité de ses ouvrages le fait estimer de tout homme capable de sentir la vérité. Il a su bannir le phare de la musique pour servir la nature. » Voilà, il y a tout dans cette citation. Ouais. C'est ce qui vous a touché, vous, David Plantier? C'est ce qui vous a attiré dans ce compositeur? Chez Tartini, oui, il y a quelque chose qui me touche. Une poésie, à la fois, il y a un côté très violonistique, donc il y a une sorte de défi permanent pour le violoniste, mais qui, à mon avis, n'est pas dans la démonstration. Mais surtout, une recherche de simplicité. Quand on écoute un adagio de Tartini, il y a quelque chose qui touche l'âme, effectivement, quelque chose de très profond, que je ne retrouve pas chez Vivaldi ou chez... En fait, il n'y a pas de contemporain qui peut se mesurer à lui. Et la citation dit en fait que c'est pas non plus évident de ressentir ça. Ça demande un peu un effort. Il faut dépasser ce côté paillette. Il ne faut pas rechercher ça justement dans cette musique. Et, ce qu'on appellerait les ornementations. Il y a énormément d'ornementation chez Tartini, mais il n'y a pas cette virtuosité un peu gratuite. Voilà, ce côté démonstratif. Donc ça demande peut-être un peu plus d'effort par rapport à des violonistes qui sont plus dans les sbroufs. Alors, la petite histoire rejoint la grande aussi, parce qu'à un moment donné, en France, on a connaissance de ses partitions, de ses créations, grâce, j'allais dire, aux troupes napoléoniennes, entre autres choses. Oui. Ou c'est une anecdote historique? C'est très important, puisque à cause de ces troupes napoléoniennes qui étaient en Italie, elles ont ramené énormément de trophées de guerre. Donc, j'imagine que c'est le cas des tableaux et d'autres choses. Ce qu'on appelle les trésors de guerre. Voilà, trésors de guerre, mais pour la musique, énormément de manuscrits, en particulier de Tartini, qui était mort depuis 20 ans. Et c'était son élève Meneghini qui avait collectionné les œuvres, évité qu'elles se dispersent. Et il a remis à ce commissaire Berthollet une part énorme de sa production. Il y a, à la Bibliothèque nationale aujourd'hui à Paris, il y a des dizaines de sonates, de concertos, de sonates en trio, donc pas loin de la moitié de la production totale en fait. Donc la France est aujourd'hui détentrice quelque part de ce trésor musical. Voilà, c'est une chance pour nous parce que finalement c'est relativement accessible à Paris et beaucoup plus qu'à Padoue aujourd'hui. Mais Tartini avait un grand lien avec la France parce qu'il a, en tant que professeur, il a fondé ce qu'on pourrait dire l'ancêtre des conservatoires, ce qu'on appelait la Scuola delle Nazioni, l'école des nations. Et donc il a attiré les meilleurs violonistes de toute l'Europe à l'époque, et en particulier des Français. Donc qui aujourd'hui sont des compositeurs oubliés. On peut citer Pagin, Laousset, que j'ai enregistré aussi dans notre premier disque, avec le duo Tartini, mais qui ont importé la musique de Tartini à Paris, et ils l'ont joué beaucoup au concert spirituel, qui était la structure de concert inévitable où tous les virtuoses se produisaient à l'époque. Et il y a une anecdote un peu malheureuse d'ailleurs pour Pagin, donc, qui était le premier élève français de Tartini, qui jouait des concertos et des sonates au concert spirituel, mais il ne pouvait jouer que Tartini. Donc on le critiquait, on lui disait mais ok, on aime beaucoup Tartini, mais vous n'avez pas d'autre chose à jouer. Surtout qu'il y avait un peu quand même une lutte intestine entre style français et style italien qui datait pas de cette époque-là, mais qui était encore très très actuel vers les années 1750. Et le pauvre Pagin, il s'est retrouvé très mal et il a juste arrêté sa carrière. Il était pris par ces œuvres de Tartini. Il a été pris dans une vindicte un peu des tenants du style français contre le style italien, et il n'a pas pu s'adapter et proposer autre chose. Comme quoi les luttes il aimait trop Tartini. ne datent pas d'aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que finalement, ce que dit aussi Tartini, c'est que toute ma vie, sans interruption, j'ai cherché le vrai goût sur le violon. On pourrait presque dire le vrai goût du violon, enfin la vraie âme du violon. Est-ce que c'est ce que vous cherchez aussi, David Plantier, à travers Tartini ?
comme violoniste. Ouais, je trouve ça très intéressant. Après, on sent bien que tous les violonistes, compositeurs ont évolué, mais je pense que c'est peut-être chez lui que c'est le plus visible. On sent qu'il y a une quête perpétuelle, voilà, de ce qui est l'essence du violon. Donc c'est des choses très très fines, très subtiles, des fois très compliquées aussi parce qu'il est dans sa bulle un peu. Et quand simplement, par exemple, quand je déchiffre une nouvelle sonate, un nouveau concerto, c'est pas quelque chose qui est immédiat. Il faut toujours rentrer dans sa langue, de comprendre ce qu'il a voulu dire. Donc souvent, ça rebute, par exemple, les violonistes modernes ou qui n'ont pas eu le temps ou l'envie de s'y consacrer. Mais voilà, pour moi, c'est toujours un peu une quête et un voyage. Et c'est quelque chose que Tartini m'a jamais quitté. Je l'étudie depuis mes études dans les années 90. Une passion. Oui, c'est une passion. Je pense que je n'aurais pas d'autres compositeurs avec lesquels j'aurais cette relation, cette envie de le comprendre et de le défendre. Et voilà, il va falloir en faire un film. Bon, il y a déjà les CD, il y a déjà les concerts, mais il faudrait en faire un film. C'est vrai, cette vie, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Je viens d'apprendre qu'il y a c'est curieux parce que depuis quelques jours, je suis en relation avec la descendante de Tartini. Alors, c'est très mystérieux pour moi parce que là, j'ai eu un peu cette année 2020, donc c'est le 250e anniversaire de la mort de Tartini. Donc malheureusement, les festivités en France, il n'y en a pas eu, à cause de la pandémie. Mais en Italie, il y avait quand même beaucoup de choses qui, par chance, ont pu être maintenues. Donc j'ai pu jouer dans sa ville natale à Piran, qui est aujourd'hui en Slovénie, et puis aussi à Padoue, donc qui est la ville où il a fait toute sa carrière. Et juste après ses concerts, c'était au mois de septembre, j'ai eu des messages d'une certaine Maria Cristina Tartini, qui est une descendante de Giuseppe, alors qu'officiellement, il n'a pas eu d'enfant. Donc, cette dame est argentine. Mystère. Voilà, mystère. Et elle m'a parlé d'un livre qui est espagnol et qui est une sorte de... Vous me parliez de film, donc c'est un roman... mais qui est très documenté sur la vie de Tartini. Pourquoi pas, alors, peut-être cette descendance Ouais. Mais en tout cas, ça ferait matière à une adaptation cinématographique sans aucun doute. Je trouve qu'il et une belle histoire. Une vie tout à fait qui s'y prêterait. En plus, on dit que dans sa jeunesse, il était champion d'escrime. Donc voilà, il avait des dons très différents, très divers. Sacré Giuseppe Tartini. Ouais. Alors, peut-être quelques mots sur son œuvre, David Plantier. On parle beaucoup de sonates. Ce sont essentiellement des sonates. Donc c'est essentiellement de la musique pour violon. Donc 150 sonates pour violon, 130 concertos pour violon, une quarantaine de sonates en trio, donc de violon et basse, et de rares œuvres vocales. Donc dans ces sonates, on connaît peut-être un peu plus les concertos finalement, et dans les sonates on connaît le fameux tri du diable, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est souvent le cas pour des compositeurs méconnus. Dont on a retenu l'anecdote donc quelque une part. œuvre l'a rendu célèbre, mais en même temps le cache, empêche qu'il soit vraiment connu. Finalement, on pourrait dire ça de Vivaldi, on connaît les 4 saisons, mais est-ce qu'on connaît tous les concertos, il y en a 300, rien que pour violon, ou on connaît, je sais pas, Boccherini, le Fandango par exemple, ou le Menuet. Donc, c'est le petit bout de la lorgnette. C'est parfois. vraiment un très petit bout de la lorgnette. Et cette sonate du Tri du Diable, elle est remarquable, il faut le dire. Elle est extraordinaire et elle a valu sa renommée à une anecdote qui a été relayée par un Français d'ailleurs, qui s'appelait Lalande, qui était en Italie et qui aurait recueilli le témoignage de Tartini. Alors Tartini qui fait un rêve. Voilà, qui fait un rêve et qui voit le diable jouer du violon au pied de son lit, et qui joue une sonate tellement étonnante qu'il se réveille et il prend son violon et il essaie tout de suite de la retranscrire, mais il dit c'était une sonate fabuleuse et j'arrive pas vraiment à coucher sur le papier ce que j'ai entendu, mais voilà, en tout cas, c'est ça que ça m'a inspiré. C'était la sonate parfaite. Voilà. La sonorité parfaite. Et très, un peu sauvage aussi, très virtuose, très, très émouvante aussi. Et donc, cette anecdote a été relayée et cette sonate a circulé dans des copies un peu sauvage, et dont quelques-unes se sont retrouvées à Paris d'ailleurs aussi. Et il y a eu des illustrations de ce rêve au début du 19e, où on voit Tartini avec son bonnet de nuit et un diable assis à ses pieds qui joue le violon. Une très, très belle illustration. David Plantier, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de tri. Alors le tri, c'est un ornement en fait au violon. C'est le fait de battre le doigt très rapidement sur la corde. On peut faire ça au piano aussi. Donc ça fait une sorte de tremblement, un truc comme ça. Et si on fait ça très rapidement, ça peut avoir effectivement un côté diabolique ou un peu inquiétant. Il y a beaucoup de tri, par exemple, dans la musique tzigane. Mais d'ailleurs, j'ai été surprise en écoutant quelques œuvres de Giuseppe Tartini. J'y ai retrouvé quelques sonorités, alors, c'est peut-être une déformation, slave.
J'y ai retrouvé un peu de musique slave. Tout dépend ce qu'on met sous la musique slave, Ouais, ouais. mais C'est possible. C'est possible parce il a grandi donc Piran, qui est aujourd'hui slovène, mais qui était à l'époque une petite république vénitienne. Et c'est bien probable qu'il ait entendu des musiques des groupes des Balkans. Et c'est vrai, on s'est admis généralement qu'il a été inspiré parfois par des danses populaires. Mais bon, ça peut être aussi des danses populaires vénitiennes. Il y a aussi beaucoup de chants populaires qui ont inspiré des mélodies, des chants par exemple des gondoliers vénitiens. Padoue était relié à Venise par des canaux, donc on pouvait aller en barque de Padoue à Venise, et les gondoliers avaient des chants, et ça l'inspirait beaucoup. c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'à cette époque-là, on ne voyait pas tellement, alors que c'est vrai que les artistes avaient déjà une influence bien plus qu'européenne quelque part. Il y avait ces échanges et ces voyages que pouvaient se permettre les musiciens. D'ailleurs, c'était presque un passage obligé d'aller de cours en cours ou de pays en pays. Surtout pour faire ses l'Italie, classes. c'était quand même le Graal. D'aller en Italie pour un musicien, c'était effectivement presque un passage obligé. Il y a que Bach quasiment qui n'a pas pu aller en Italie, qui n'a pas beaucoup voyagé, mais qui est quand même resté au contact grâce aux manuscrits qui circulaient, ramené par d'autres musiciens. Et Tartini a voyagé donc à Prague, et il était très connu dans toute l'Europe, et parce que sa musique était quand même beaucoup diffusée, même de façon sauvage. Il y a eu beaucoup d'éditions en France et en Hollande, mais qu'il n'a pas pu vraiment contrôler. Donc il n'était pas content de ça du tout. Mais Son ça a quand même œuvre lui contribué. échappait. Oui, ça lui a échappé un peu. Mais ça a quand même contribué à développer son aura en Europe, et on l'a beaucoup invité en Angleterre, dans les grandes cours européennes, mais il a souvent refusé pour raison de santé. Il avait une santé un peu fragile à partir des années 1740, donc il avait la cinquantaine apparemment. David Plantier, vous êtes premier violon. Qu'est-ce que ça fait d'être premier violon? Quand on dit premier violon, enfin pour le monde profane, c'est extraordinaire d'être premier violon. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Moi-même, je l'ai découvert. Donc, le premier violon, c'est la personne qui est devant les violons dans l'orchestre, donc qui est assis au premier rang, à côté du chef. Donc, qui est un lien entre le chef d'orchestre et son équipe de violonistes. Donc, dans un orchestre symphonique, c'est évidemment beaucoup, beaucoup de violons. Ça peut être une vingtaine, mais dans un orchestre baroque, le plus souvent, ça va de 6 à peut-être 15 ou 16 violons, mais rarement plus. Donc c'est une position très très importante sur le plan artistique, mais sur le plan humain aussi. Donc une mission, une responsabilité. Une grande responsabilité qui consiste à lier tout le monde dans la même dynamique, apporter une énergie commune, évidemment sur le plan technique, plein d'informations afin que le jeu soit le plus homogène possible, mais aussi simplement de donner envie à tout le monde de jouer avec la même énergie, donc c'est autant de la communication, et puis un lien aussi très privilégié avec le chef. Donc ça c'est formidable effectivement, parce que on participe de façon artistique à l'évolution, à l'élaboration d'un projet. Donc là je viens de passer 3 semaines à Lille, où on a pu jouer la moitié d'un opéra de Campra avec le concert d'Astrée, donc qui est Emmanuel Haïm qui dirige. Et c'était dans ces conditions très particulières d'aujourd'hui, avec les contraintes qu'on a eues de distanciation, de règles d'hygiène. Ça a été un défi de tous les jours, mais voilà, malgré ça, on s'est adapté. On a réussi à ce que le projet aille au bout, et ça a été de nouveau, aussi musicalement, des nouveaux défis. Et voilà, j'étais très heureux de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Que malgré tout, la culture et la culture musicale continuent, heureusement. Oui, heureusement. On a d'autant plus besoin de musique en ce moment. À la fois le public et les artistes ont besoin de pouvoir jouer aussi ailleurs que sur Facebook, évidemment. Vous avez fondé en 2004, David, Les Plaisirs du Parnasse. C'était un besoin aussi d'avoir votre propre ensemble? Oui, j'étais encore assez jeune, et je commençais à jouer dans pas mal d'ensembles baroques, mais j'aimais bien, à l'époque de mes études, j'étais un peu un rat de bibliothèque, et j'avais découvert beaucoup de pièces inconnues que personne ne jouait, et j'avais vraiment envie de défendre ces compositeurs. Donc Tartini, je l'avais déjà un petit peu dans un coin de ma tête, mais à ce moment-là, c'était surtout des compositeurs du XVIIe siècle, allemands ou autrichiens, comme Westhoff, Walter et Bieber, que personne ne jouait.
Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu envie de fonder un ensemble de musique de chambre essentiellement pour défendre ces répertoires. Il y a un vrai goût aussi pour justement aller dénicher ceux dont on entend peu parler, en fin de compte, qu'on connaît moins. C'est ça. C'est tous les trésors, c'est toute la richesse aussi de la composition musicale. C'est en fait. ce qui m'a plu dans le répertoire baroque aussi, c'est qu'on pouvait prendre des distances avec le grand répertoire. J'adore jouer Bach, Vivaldi et Handel, mais il y avait un travail à faire un peu musicologique sur le répertoire, et ça m'a toujours passionné. Ça me passionne encore. J'aime toujours découvrir des nouvelles choses. Pour revenir à Tartini, je découvre encore Je suis en contact, par exemple, avec les conservateurs à la Bibliothèque nationale pour découvrir des nouvelles pièces que je n'ai pas encore pu les regarder. Donc, vous allez aller chercher ça dans les archives nationales. Tout à fait. Ouais. C'est extraordinaire. Oui, tout à fait. C'est vraiment une passion qui est reliée au jeu du violon. Mais je considère qu'on ne peut pas se consacrer à la musique baroque sans vraiment s'intéresser à la recherche du répertoire et évidemment de la façon de jouer. Ça peut être très pointu, mais voilà. C'est avant tout la passion. Absolument. L'amour du violon et l'amour de la musique. Alors, à cette occasion du 250e anniversaire de la disparition de Giuseppe Tartini, vous avez fait paraître un CD, vous avez édité un CD. Voilà, qui vient de sortir chez le label Muso, et dont le titre est Vertigo. Vertige, en français. Voilà, Vertige. Alors, on me demande souvent, mais pourquoi ce titre ça a quelque chose à voir avec Hitchcock? Non, rien à voir, en fait. C'était juste... on a enregistré pendant 4 jours... il y a 1 an, et en fait on était un peu submergé par cette musique, à la fois évidemment par quand même le côté virtuose, parce que c'est quand même, il y a quand même des notes partout, mais surtout le côté émotionnel et la virtuosité. Voilà, donc ça nous donnait une impression de vertige, tout simplement. Donc musical, instrumental, et on était vraiment vidé à la fin des 4 jours d'enregistrement. Et on se disait, mais comment on pourrait décrire, quel adjectif on pourrait trouver? Et c'était juste vertigineux, en fait. Cette sensation qu'on avait eue de se confronter à ces 5 sonates à la fois pendant la préparation de l'enregistrement et l'enregistrement lui-même. Et donc, en duo, évidemment. En duo, c'était donc le deuxième enregistrement qu'on a fait en duo, après une première expérience d'un disque qui s'appelait Continuo Addio, donc qui résumait un petit peu notre démarche. Donc il a été construit autour de Tartini, mais pas seulement, avec des élèves à lui, et des duos pour violon et violoncelle. Donc c'était pour révéler un peu comment on avait abandonné le continuo. Donc c'est pour ça que c'était un peu un clin d'œil, Continuo Addio. Addio Continuo. Évidemment, ça ne s'était pas fait du jour au lendemain, mais en tout cas sous l'impulsion de Tartini et de son ami Abbé Vandini. Vous avez ressuscité le on a duo, eu envie de violoncelle. ressusciter ce duo, et du coup de chercher aussi ce qu'ils avaient fait, de chercher un peu des preuves de l'existence de ce duo, et puis aussi de chercher comment le rendre vivant quand même pour nos oreilles d'aujourd'hui, parce qu'on est quand même habitué à avoir beaucoup de percussions, d'accompagnement en tout genre. La mode aujourd'hui, c'est quand même le crossover, et donc on mélange le tango aux 4 saisons. Enfin, et donc c'était un petit peu l'antithèse de ça, de chercher simplement la pureté aussi de ce que voulait Tartini. Dans ses recherches sur le son, il recherchait les harmoniques fondamentales. Donc le 3e son, c'était sa quête un peu mystique et mystérieuse. Il entendait des sons fantômes un peu quand il jouait des intervalles. Donc c'était ça qui nous inspirait, de mélanger le son de 2 instruments à cordes. Donc il y a quand même 8 cordes qui se mettent en commun. Et ça nous a surpris de voir à quel point on pouvait avoir une plénitude avec ça. Et c'est ce qu'on a voulu faire passer avec ces enregistrements. Et voilà, j'espère que c'est perceptible, en fait. Et puis jouer avec une compagne aussi qui est violoniste. C'est un duo aussi. Violoncelliste, pardon. C'est un duo à la fois dans la vie et tout à fait. Ouais, donc c'est une quête. Oui, c'est vraiment inestimable d'avoir la chance de partager ça, d'avoir une envie commune. Finalement, c'est rare d'entendre des couples qui jouent ensemble et qui s'entendent. On dit dire, bon, chez vous, ça se passe bien? Bah oui, nous, ça se passe bien. On est ravis de faire ça. C'est quelque chose qu'on construit ensemble, et dans lequel on se retrouve. Quand même, les 55 apéros en musique du confinement, ça nous a aussi renforcés dans ce chemin.
ça nous a aussi ouvert à d'autres répertoires. On a fait des arrangements ensemble, on a eu des envies communes, donc c'est... Et là, vous allez une jouer chance. ensemble, évidemment. Alors, ceux qui écouteront ce podcast avant les concerts sont incités fortement à participer, parce que vous allez donner des concerts. Oui, on a eu la chance de jouer à la Philharmonie de Paris, au Musée des Instruments, qui est un endroit formidable. Et les dimanches, il y a des sortes de journées portes ouvertes, où les gens qui prennent le billet pour le musée peuvent entendre donc 2 concerts. On va jouer 2 fois à 14h30 et à 16h. Donc c'est un concert qui est assez court, qui dure 3/4 d'heure. Et on joue dans un espace au milieu des instruments anciens, donc qui est assez inspirant. Et les gens peuvent déambuler dans les collections et venir nous écouter. Voilà, on va parler un petit peu du disque et puis du répertoire. On va donc jouer quelques-unes des sonates de notre disque Vertigo. Donc c'est sympa à faire en famille. Si on a des enfants, on peut montrer les instruments. Alors, à quelle date, David ? Donc le 8 novembre à 14h30 et 16h à la Philharmonie de Paris. Alors, on mettra évidemment les dates sous le podcast et puis sur le site dédié. David Plantier, la musique est plus que nécessaire, enfin est vitale en ces temps un peu difficiles, pesants, lourds. Qu'est-ce que vous aimeriez passer à travers cette musique ? Si vous ouvriez la fenêtre et que vous aviez peut-être Giuseppe Tartini en bas avec son violon, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? J'aimerais dire qu'on est très touché par toutes les contraintes de cette pandémie, aussi les difficultés que ça engendre, évidemment les victimes de la maladie, on pense beaucoup à elles. Mais et on est très touché par les difficultés que ça engendre. Tous les artistes sont dans des positions très difficiles. Et le public aussi privé de culture. Mais avec la musique, moi, je me sens jamais enfermé par ces privations. Donc ma fenêtre à moi, c'est vraiment la musique, le violon et Tartini en particulier, parce que voilà, c'est le compositeur avec lequel je me sens proche. Mais voilà, la musique pour moi, c'est l'évasion perpétuelle. J'ai toujours des choses à découvrir dans mon salon en sortant une partition. C'est une fenêtre ouverte sur la liberté. Absolument, ouais, tout à fait. Merci David Plantier. Merci à vous. Merci à mon invité et rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu ? Alors ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi y participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Et je vous dis à la semaine prochaine.